Bienvenue dans ce numéro de l'invité, magazine de la rédaction de Télé 50, dans lequel nous allons avoir l'honneur de recevoir la rentrée politique d'un grand homme politique dans ce pays, Maître Aimé Kilolo. C'est de lui qu'il s'agit. Avec lui, on va aborder plusieurs questions d'ordre politique, mais également sécuritaire, d'un point de vue technique, exceptionnellement pour ce numéro de l'invité. Bonjour et bienvenue, Maître Aimé Kilolo. Merci, Monsieur Christopher Okochoum, de m'inviter sur votre plateau. Alors, on va vous présenter essentiellement comme avocat pour ce numéro spécial du magazine Invité, parce qu'on aimerait avoir quelques précisions techniques sur ce qui se passe actuellement dans l'actualité en République démocratique du Congo. On va commencer d'abord dans le volet sécuritaire. Bien sûr, on vous connaît très humain. Ce qui se passe actuellement vous affecte certainement. Est-ce que je suis en train de me tromper ? C'est sûr que le Congo est victime d'atrocités. Aujourd'hui, nous constatons que rien n'est fait pour mettre fin, en tout cas, à toutes ces tueries, tout ce meurtre au niveau déjà international. Rappelons-nous ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 après l'assassinat du président Juvenal Habyarimana. C'est le monde entier qui a été mobilisé. La même année, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris une résolution mettant en place le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a fonctionné. Il y a eu effectivement des condamnations. Au Congo aujourd'hui, quand on doit compter les nombres de morts par million, eh bien c'est sans commune mesure avec les 500 000 ou les 800 000 morts qu'il y a eu au Rwanda. Donc c'est pour dire que effectivement, je suis solidaire à la souffrance de nos compatriotes dans l'est du pays et je pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme pour que les tueries puissent cesser. Alors vous faites bien de parler du Rwanda parce que pour cet épisode, un épisode de plus en tout cas dans tout ce qui s'est passé précédemment, l'on a le courage, on regarde droit dans les yeux les caméras et on désigne le Rwanda comme principal assassin, principal acteur dans la situation de malheur que vit la République démocratique du Congo aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est un tournant dans cette affaire qui dure des vingtaines d'années déjà ? Je dirais que c'est une amorce, mais on n'est pas encore au point de satisfaction qui est requis aujourd'hui par le peuple congolais. Il faut savoir que déjà dans l'actualité récente, on a vu qu'il y a eu effectivement des morts à la suite d'une incursion armée des soldats de forces armées du Rwanda. 2 soldats avaient été appréhendés. C'est dommage que ces 2 soldats aient été remis aux autorités rwandaises. Ce qu'il fallait plutôt faire, c'était d'ouvrir immédiatement en flagrant délit une procédure judiciaire. Il appartenait au gouvernement, à travers le ministre de la Défense, de donner injonction positive à l'auditeur général des forces armées pour que ce dernier puisse diligenter des poursuites devant la cour militaire et que des sanctions exemplaires puissent être infligées. Ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Autre chose aussi, c'est que dans la mesure où il est reconnu que ce sont donc les forces armées rwandaises qui ont fait incursion dans notre pays, donc ça veut dire qu'on est dans un cas de crime d'agression. Il s'agit d'un crime de droit international pour lequel, en principe, le gouvernement congolais devrait déférer cette situation devant la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, la doctrine nous renseigne, et même la jurisprudence de la CPI, que, en principe, c'est dans la chaîne de commandement militaire des forces armées rwandaises qu'il faudrait rechercher les responsables, à commencer par le commandant suprême, c'est-à-dire le chef de l'État du Rwanda, mais aussi le ministre de la Défense, le chef d'État-major. Mais pour ça, il ne faut pas attendre seulement que le procureur de la CPI puisse initier les poursuites. Il appartient aussi, puisqu'il y a 3 modes de saisine de la Cour pénale internationale, le Congo en tant qu'État partie, en tant que d'ailleurs principal pourvoyeur finalement des accusés devant la CPI, ce sont tous des accusés congolais, mais pour une fois, on a des Rwandais qui ont violé le territoire national, qui ont commis de meurtres, qui ont violé
l'intégrité de notre pays, il appartenait effectivement au gouvernement congolais de saisir la Cour pénale internationale pour que des actions soient menées. C'est dommage que là aussi ce fut un rendez-vous manqué. Mais ce que je voudrais dire, surtout de plus important aujourd'hui, c'est qu'on observe même au niveau des Nations Unies. Nous avons une mission des Nations Unies qui est dans notre pays depuis des années. Vous savez que c'est depuis 1999 que le gouvernement congolais à l'époque de feu président Mouzé Kabila avait sollicité de bonne foi des Nations Unies qu'une mission de maintien de la paix puisse arriver au Congo pour mettre fin aux hostilités, pour arrêter l'hémorragie parce que c'était quand même les premières victimes, c'est d'abord les Congolais. Et c'était surtout, et la mission qui a toujours été assignée de manière principale aux différentes missions des Nations Unies, de maintien de la paix des Nations Unies au Congo, que ce soit la MONUC en 1999, que ce soit la MONUSCO à partir de 2010, c'est la protection des populations civiles. Mais on constate que cette protection n'est pas effective, donc la mission des Nations Unies a échoué. Je pense aussi... j'observe aussi que dans les missions des Nations Unies, on n'a pas défini, on leur a pas confié la mission de protéger l'intégrité du territoire national contre le risque de balkanisation. Je constate aussi qu'on leur a pas confié la mission d'éradiquer les groupes armés bien connus dans le cadre de cette protection de la population. Donc là, je pense qu'il y a véritablement un dysfonctionnement. Est-ce que vous sous-entendez d'une manière ou d'une autre, parce qu'en ce moment, on a vu la population en colère, la population dans les rues. Il y a encore eu d'ailleurs des événements malheureux. Il y a des gens qui ont perdu la vie, des Congolais, sous les balles de la MONUSCO. Est-ce que vous pensez que, d'un moment à un autre, la faute, elle est partagée parce que l'on n'a pas clairement défini la mission de cette mission onusienne au Congo? Moi, je dirais ceci. La responsabilité de définir les missions, les missions assignées à la MONUSCO incombe au Conseil de sécurité. Nous avons 5 membres permanents, les grandes puissances. Et donc, je m'interroge sur la question de savoir pourquoi on n'a jamais confié, que ce soit à la MONUC ou à la MONUSCO, la mission de protéger l'intégrité territoriale du Congo contre le risque de balkanisation. C'est une grande question qui suscite en même temps des inquiétudes et qui risque d'alimenter les suspicions des gens qui pensent que, effectivement, une partie de la communauté internationale tente aujourd'hui à diviser, à balkaniser notre pays. On se demande aussi pourquoi est-ce qu'on leur a pas confié clairement la mission d'ouvrir les feux pour éradiquer tous les groupes armés qui ont fait de millions de morts dans notre pays. Et donc là aussi, ça risque encore d'alimenter ceux qui disent que certaines puissances occidentales viennent fragiliser justement nos jeunes démocraties en Afrique et particulièrement au Congo en finançant ou en donnant des armes en tant que spécialiste aux groupes armés. En tant que spécialiste, est-ce que vous pouvez dire à la population aujourd'hui c'est que la MONUSCO est censé faire en République démocratique du Congo? Parce que vous avez énuméré certaines missions ou certaines actions qui ne sont pas incluses dans leur mission, mais est-ce que vous pouvez dire ce qu'ils sont censés faire uniquement au Congo depuis qu'ils sont là, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde? Ils avaient pour mission d'assurer la protection de la population civile congolaise. Deuxième mission, d'assurer la protection des humanitaires. Voilà les 2 principales missions qui leur étaient assignées, en plus de celle d'aider le gouvernement congolais à stabiliser le pays, c'est-à-dire à conforter, à solidifier la paix. Alors, cela veut dire qu'ils ne combattent pas aux côtés des FARDC. Par exemple, quand il y a les rebelles qui attaquent les FARDC, la mission de la MONUSCO n'est pas de tirer en même temps que les FARDC pour éradiquer les rebelles. Non. Je pense qu'il y a un comportement ambigu dans le chef, bien entendu, de la MONUSCO, dans ce sens où, dès lors qu'ils ont reçu pour mission d'assigner, de protéger les populations civiles, il est quand même surprenant qu'il y ait de millions de morts. Je prends le cas de l'Ukraine. Aujourd'hui,
l'Ukraine qui est attaquée par la Russie, on a bien vu l'implication de la communauté internationale qui ont fourni des armes à l'Ukraine, et l'Ukraine aujourd'hui a quand même réussi à freiner l'avancée militaire de la Russie qui fait partie de 2 plus grandes puissances militaires dans le monde. Alors à comparer avec les groupes armés dont la puissance des feux est infiniment inférieure à celle de l'armée russe, on se demande pourquoi est-ce que, en ayant confié cette mission de protéger la population civile à la MONUSCO, on n'a pas veillé à ce que la MONUSCO puisse réellement sur terrain assurer cette protection en neutralisant les groupes armés. Alors donc aujourd'hui, je pense qu'après près de 23 ans, c'est-à-dire presque un quart de siècle de présence de la MONUSCO, le bilan est clair, c'est un échec. Donc aujourd'hui, moi, ce que je dirais, c'est le départ de la MONUSCO. Leur mission, le 20 décembre 2021, a été prolongée jusqu'en décembre 2022. Je dirais aujourd'hui qu'il est de la responsabilité du gouvernement congolais, au terme de la mission actuelle qui court jusqu'au mois de décembre 2022, d'évoquer l'inopportunité de la prorogation de la mission de la MONUSCO dans notre pays pour qu'elle puisse déjà partir, quitter, en tout cas arrêter ses activités et amorcer son départ à partir de décembre 2022. Et d'autre part, il appartient au gouvernement de demander, bien entendu, à la communauté internationale, à l'Union européenne, aux États-Unis et finalement à tous les partenaires internationaux la fourniture d'armes pour permettre aux forces armées congolaises de neutraliser les groupes armés. Justement, mais jouer justement à la neutralité et à l'impartialité correspond tout simplement à une situation de non-assistance du peuple congolais en danger. Je voulais en venir. Il y a eu beaucoup de tâtonnements aussi à ce sujet. Il y a eu cette affaire de l'embargo d'achat d'armes en République démocratique du Congo. Il y a des ambassadeurs des chancelleries internationales qui ont même évoqué une nuance. Il ne s'agit pas de l'interdiction pour le gouvernement, mais pour les groupes armés. Vous, en tant que spécialiste, vous qui êtes renseigné sur la question, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi le Conseil de sécurité a encore prorogé cet embargo? Écoutez, moi je dirais tout simplement qu'il y a eu effectivement là-dessus aussi une forme d'ambiguïté. C'est-à-dire que les Nations Unies fonctionnent habituellement sur base du critère de la neutralité. Et donc ce qui veut dire que lorsqu'il y a 2 groupes belligérants nationaux au sein d'un pays, en général, les Nations Unies ont tendance à rester neutres et ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre. Mais seulement ici, on est face à des groupes terroristes. Donc il est de la responsabilité des Nations Unies et donc du gouvernement congolais d'abord de solliciter d'énumérer la liste des principaux groupes armés qui endeuillent les peuples congolais à l'est de notre pays, demander que ces groupes soient déclarés non grata et donc reconnus comme étant des groupes terroristes. À partir de ce moment-là, le critère de neutralité ne peut plus jouer en leur faveur. Il appartiendra, bien entendu, aux Nations Unies, en tout cas à la communauté internationale, de fournir les armes appropriées, et ce n'est pas ce qui manque, aux forces armées congolaises. Et je pense que c'est une opération qui ne pourrait pas prendre plus d'une semaine pour neutraliser. Il y a donc un manque de volonté politique, en tout cas au niveau international, d'aider le Congo. Pourquoi ? Est-ce que ça arrange finalement la communauté internationale, cette situation de chaos dans une zone minière pour permettre justement d'exploiter dans le marché parallèle nos richesses naturelles? En tout cas, c'est dans ce sens qu'un certain nombre d'écrivains considèrent aujourd'hui ce désordre qu'il y a dans notre pays. Et donc, moi, en un mot, je dis que le gouvernement congolais prenne exemple de ce qui est fait par le gouvernement ukrainien aujourd'hui en sollicitant une aide matérielle concrète, c'est-à-dire des armes pour neutraliser en peu de temps
les groupes armés. Vous parlez de volonté politique tout à l'heure. On a aussi besoin quand même d'avoir une expertise encore à ce sujet-là, parce que vous êtes avocat et vous maîtrisez quand même les textes. 2023, c'est une année des redistributions des cartes, notamment normalement une année électorale, et on sent les politiques s'agiter. Je vais partir d'un exemple d'une personnalité politique qui fait débat en ce moment, notamment Jean-Marc Kabound. J'ai suivi dans ses différentes interventions, d'abord sa toute première sortie médiatique, il a eu cette envie-là de créer un parti politique, mais on lui a refusé l'agrément. Malgré cela, il a quand même présenté les logos de son parti, il nomme des gens pour le parti, il signe des communiqués de presse au nom de ce parti. Comment un parti politique peut exister sans l'agrément du ministère de l'Intérieur ? Eh bien, les fonctionnements et l'organisation des partis politiques dans notre pays est régie par une loi qui porte justement organisation et fonctionnement des partis politiques, la loi de 2004, qui fixe le principe de la liberté de création de partis politiques. Il suffit d'être congolais, âgé d'au moins 25 ans, justifié d'un niveau d'études au moins graduat ou une expérience avérée en matière politique ou professionnelle pour justement rassembler un dossier à déposer auprès du ministère de l'Intérieur. Mais attention, ce dernier dispose d'un délai de 30 jours pour prendre sa décision. Donc c'est par un arrêté. Effectivement, si le ministre de l'Intérieur constate que les conditions ou les critères prévus par la loi ne sont pas remplis, il peut prendre un arrêté qui rejette, donc qui refuse d'enregistrer le parti politique. Mais par contre, si en déant le 30 jours, il ne délivre pas un arrêté dans un sens de refus ou d'agrément, eh bien, dans ces conditions, le parti est réputé fonctionner. Et donc, lorsque le candidat dépose son dossier au ministère de l'Intérieur, il reçoit un récépissé de dépôt de demande d'agrément. Et ce récépissé vaut arrêté d'agrément de parti politique à l'expiration de 30 jours. Ce n'est pas comme on dit, un peu pour les marches pacifiques, on n'a pas besoin d'une autorisation, il s'agit d'une simple information. Je vous informe que j'ai un parti politique, décidé ou pas. Absolument, c'est-à-dire vous donnez les informations en remplissant les critères qui sont prévus. Le ministre de l'Intérieur n'a qu'une seule responsabilité, c'est de s'assurer que les critères prévus par la loi ont été réellement observés, et dans ces conditions, il prend donc un arrêté d'enregistrement du parti politique. Mais si dans le 30 jours, il reste sans aucune réponse, eh bien, le récépissé de dépôt de cette demande d'enregistrement vaut effectivement enregistrement, et les partis politiques peuvent fonctionner. Qu'est-ce que vous avez, vous, personnellement, pensé de ces réclamations, de tentatives d'atteinte à la liberté d'expression? Il y a, entre guillemets, des prisonniers à cause de cette prise des paroles critiques au chef de l'État, on parle d'outrage, on parle d'imputation dommageable et tout ça. Qu'est-ce que vous, personnellement, à l'heure actuelle, en 2022, vous en pensez dans un pays démocratique? Bien, il faut dire que la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté d'exprimer ses opinions, que ce soit par des écrits, par des paroles ou même par des images, est garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous le savez que dans notre Constitution, le préambule rappelle l'attachement de notre pays à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été ratifié par notre pays garantit cette liberté d'expression et d'opinion. La Constitution elle-même, vous lirez l'article 23, qui garantit cela. Mais seulement, il faut bien comprendre que la Constitution circonscrit la liberté d'expression, c'est-à-dire que l'on peut s'exprimer librement à condition de ne pas violer les lois de la République, l'ordre public et les bonnes mœurs. Donc, c'est-à-dire que si une personne se met à porter atteinte à par exemple, au chef de l'État, à travers des offenses au chef de l'État, qui est une infraction pénale, il peut se voir poursuivi, ou bien pas seulement le chef de l'État, simplement faire des imputations dommageables à autrui qui portent atteinte à son honneur, à son image, à son honorabilité, la personne peut se voir poursuivie. Alors, le cas des députés nationaux, il faut savoir qu'un député national bénéficie d'une protection particulière du point de vue de sa liberté d'expression et donc d'opinion,
mais seulement dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire lorsque, par exemple, il est dans l'hémicycle au moment où il est en train de procéder, par exemple, au vote d'une loi, il peut émettre des opinions, des critiques à l'encontre du gouvernement, à l'encontre du chef de l'État en tant que président du pouvoir exécutif, dès lors que ça porte sur la gestion du pays en rapport, bien entendu, avec le projet de loi qui est en débat au sein de l'hémicycle, il est immunisé, il ne peut pas être poursuivi pour cela. L'autre cas, c'est aussi, par exemple, dans les cas de contrôle parlementaire sur le gouvernement, sur les entreprises publiques, les établissements publics ou les services publics. On peut même mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Les parlementaires sont effectivement, que ce soit les députés ou sénateurs, ont cette liberté d'exprimer leurs opinions dans l'exercice de leurs fonctions. Mais c'est que je veux aussi dire de manière générale, dans les États démocratiques aujourd'hui, on n'a plus d'infraction, d'offense envers le chef de l'État. C'est une loi de 1963 qui n'a que 2 articles. C'est-à-dire qui dit que toute offense, c'est-à-dire même le simple manque de respect vis-à-vis du président de la République, qui est l'institution présidentielle, peut voir la personne poursuivie en justice dès lors que cela s'est fait en public, ça s'est fait avec l'intention évidemment d'offenser, mais je pense aujourd'hui que ce type de loi doit être abrogé. C'est une loi qui est désuète, qui n'est pas adaptée aujourd'hui à la notion de la démocratie telle qu'on la conçoit, en tout cas dans le concert de nations. Passer à autre chose. On devrait simplement laisser l'infraction ordinaire d'imputation dommageable à autrui, qui, elle, pour qu'elle soit actionnée, a des critères beaucoup plus important que le simple fait de manquer de respect, par exemple, au chef de l'État. Donc je pense que ce type d'infraction, pour le moment, nous sommes dans un État de droit, elle existe. Si vous offensez le chef de l'État, vous risquez effectivement d'être poursuivi. Mais je pense qu'il appartient à nos députés qui représentent le peuple congolais au sein du Parlement d'initier une proposition de loi pour abroger effectivement cette loi qui ne cadre plus, qui ne coïncide plus avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et surtout le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dernier renseignement sur ce sujet judiciaire, justement, on parle également de la levée des immunités, parce qu'arrive un moment où, voilà, les députés se retrouvent en faute, il faut que l'on se réunisse, que ce soit au Sénat d'ailleurs, pas seulement à l'Assemblée nationale, au Sénat ou bien à la Chambre basse, il y a eu d'intenses discussions sur le dossier de levée des immunités. Je vais citer 2 cas, plus précisément, celui de Matata au Sénat et celui encore de Jean-Marc Aboun, parce que c'est encore discuté en ce moment. Il est en train d'être entendu au niveau de la Cour de cassation, il doit encore y retourner. Il y a des mandats de parution. Qu'est-ce que vous pensez de comment se déroulent les choses? Bien, il faut dire qu'il faut s'en référer à l'état de droit et donc aux exigences légales en la matière. Pour poursuivre un député national ou un sénateur, il y a des préalables. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir rien que les enquêtes, un dossier d'information judiciaire, eh bien, le procureur général près la Cour de cassation, parce que c'est la Cour de cassation évidemment qui est appelée à juger les députés et sénateurs, doit bien entendu solliciter auprès du Parlement l'autorisation. Donc il introduit en fait un réquisitoire aux fins d'instruction. Donc c'est une simple autorisation pour commencer les enquêtes. Ce n'est même pas encore l'autorisation pour le poursuivre. Donc ça s'est fait en 2 étapes. Et donc cette autorisation est adressée, selon le cas, lorsque le Parlement est en congé, c'est au bureau que l'on l'adresse, et le bureau doit convoquer d'abord le député pour l'entendre, ensuite prendre une décision si il accepte ou pas d'autoriser ces enquêtes. Lorsqu'on est en pleine session, évidemment, c'est la plénière. La même chose aussi à la fin des enquêtes, lorsque le procureur estime que les éléments des preuves, donc les charges, sont suffisantes pour que la personne soit déférée devant le juge, il doit encore une fois solliciter l'autorisation des poursuites et donc des levées de toutes les immunités. Mais là encore, je voudrais dire que il serait plus judicieux, me semble-t-il, que ce soit uniquement la plénière qui ait ce pouvoir d'élever. Lorsque le Parlement est en congé, eh bien, il faudrait, le cas échéant,
attendre la fin du congé ou, en cas d'urgence, rappeler le Parlement en session plénière, comme ça se fait par exemple lorsqu'il y a une adresse du chef de l'État qui tombe durant les vacances judiciaires. Je le dis pour garantir véritablement l'exercice démocratique et donc la liberté d'opinion et mettre à l'abri surtout les représentants du peuple congolais contre le risque de dérapage ou d'instrumentalisation politique de la justice, parce que la tendance indique quand même que généralement le bureau, en fonction de coloration politique, peut prendre telle ou telle tendance qui finalement peut énerver l'objectif ultime du législateur lorsqu'il a institué cette protection par des immunités pour les députés, c'est-à-dire de s'assurer vraiment qu'il n'y ait pas d'interférence politique qui puisse présider aux poursuites d'un député national. Merci beaucoup, Maître, pour tous ces renseignements. On a abordé spécialement la partie sécuritaire et la partie politique. C'est une rentrée. Est-ce qu'on peut avoir vos motivations? C'est un mot de la fin, certainement. On aura encore d'autres rendez-vous médiatiques. Mais vos motivations, pourquoi vous revenez et pourquoi maintenant? C'est maintenant qu'on va se séparer. Je viens maintenant parce que je viens répondre, bien entendu, à l'invitation que Télé 50 m'a adressée. Je n'y ai pas répondu. Généralement, je suis resté silencieux pendant un certain temps parce que je voulais d'abord observer ce qui se passe. Il y a eu un changement de régime, il fallait se donner le temps. Mais je pense qu'il est plus que temps aujourd'hui, à la veille des prochaines élections générales qui devraient arriver pour 2023, que les élites congolaises prennent leurs responsabilités en éclairant l'opinion sur les grands enjeux de l'heure. Merci beaucoup, Maître, de ces renseignements. On va se retrouver très prochainement avec le même plaisir. Merci également à vous d'avoir suivi ce magazine de la rédaction L'Invité et restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50.